Alors que la lutte pour l'égalité entre les sexes a pris un élan sans précédent dans les années 1950 et 60, les historiens ont commencé à réévaluer l'importance que les femmes ont jouée dans de nombreux événements clés du monde. Un exemple parfait peut être trouvé ce jour d'infamie, le 7 décembre 1941, lorsque, dans les heures qui ont suivi l'attaque de Pearl Harbor, alors que le président Franklin D. Roosevelt rassemblait son gouvernement pour faire face à la crise, c'était sa femme, Eleanor, qui a d'abord adressé la nation dans une émission de radio où elle a assuré à des millions d'Américains effrayés qu'ils relèveraient le défi de front et prévaudraient. En même temps, dans une Grande-Bretagne assiégée, la femme du roi George VI, la reine consort Élisabeth, a été décrite par Hitler lui-même comme la femme la plus dangereuse d'Europe pour sa détermination d'acier et son défi, et sa loyauté envers son mari, qui a inspiré un large soutien public en ces temps sombres. Mais vous pourriez demander, qu'en est-il des grands tyrans de l'histoire? Qui étaient certaines des femmes les plus importantes aux côtés des hommes responsables de certains des actes les plus odieux enregistrés dans les pages de l'histoire humaine? Dans le cas de l'Allemagne nazie, Eva Braun est souvent citée comme étant l'équivalent des épouses des dirigeants alliés, et à juste titre, car elle est restée aux côtés de Hitler jusqu'au tout dernier moment de sa vie. Cependant, elle n'était en aucun cas la seule femme à occuper une place significative aux côtés du Führer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner l'histoire de Magda Goebbels, épouse du ministre de la Propagande Joseph Goebbels, ami proche et personnel de Hitler, et la femme qui a été un jour qualifiée de première dame du Troisième Reich. Magda Ritzel est née le 11 novembre 1901, fille illégitime de l'ingénieur Dr Oskar Ritzel et d'une servante nommée Auguste Béran. Ses parents biologiques ayant mis fin à leur relation, sa mère a rapidement épousé un homme d'affaires juif du nom de Friedlander, dont le prénom est contesté par les historiens, tout comme sa véritable filiation, certains suggérant que Friedlander était en fait son véritable père. En tant que jeune fille, elle se retrouve envoyée dans une école de couvent à Bruxelles et à mesure qu'elle fleurit à l'adolescence, elle développe un intérêt pour le sexe opposé et se taillant une image attrayante, elle ne manque pas d'attention masculine. Poursuivant ses études dans une école de filles exclusive en Basse-Saxe, c'est en 1920, alors qu'elle rentrait à l'école, que la jeune Magda, âgée de 19 ans, se retrouva à partager un compartiment de train avec Günther Quandt, un riche industriel allemand de 38 ans qui avait été l'un des fondateurs de l'entreprise Bayerische Motorenwerke. Malgré la différence d'âge, les deux tombent amoureux, et pour lui rendre visite à l'école, Quandt se fait souvent passer pour son oncle. Les deux se sont mariés le 4 janvier 1921, mais pas avant que Ritzel ait été contrainte de renoncer à tout lien avec son beau-père juif, Quandt étant un antisémite inébranlable. Cela malgré le fait que la plupart des récits prétendent qu'elle était très attachée à l'homme qu'elle connaissait comme son père. Le mariage ne semble pas avoir été heureux, et la mère de Magda a témoigné plus tard que même le jour du mariage, sa fille avait déjà des doutes et voulait savoir pourquoi elle l'avait laissé l'épouser. L'amour et la romance de la vie conjugale dont elle avait rêvé pendant ses années d'école étaient introuvables avec Quandt, qui était trop occupé par ses affaires pour lui accorder le temps et l'attention qu'elle désirait de son mari. En fait, elle se sentait plus comme une employée de lui, et une fois par mois, il l'interrogeait efficacement sur les dépenses du ménage. 10 mois après le mariage, Magda a donné naissance à un fils qu'ils ont nommé Harold. Mais même cela n'a pas réchauffé les affections de Quandt pour sa femme, lui voyant son rôle de femme dans un monde d'hommes, plutôt que deux âmes sœurs se réunissant pour créer la vie comme elle le voyait. La vie familiale malheureuse de Magda Quandt a conduit à des accusations d'une liaison entre elle et le fils aîné de Quandt, Helmut, une fois qu'il a eu 18 ans en 1926, ce qui, si c'est vrai, signifie que Magda est maintenant passée à être l'aînée dans une relation avec un grand écart d'âge. L'année suivante, la tragédie a frappé quand Helmut est mort de péritonite lors d'un voyage en famille, ce qui a été attribué à la fin ultime du mariage entre Magda et son père.
et les deux ont divorcé en 1929. Cependant, à cette époque, Quandt, et par association Magda, était de plus en plus familier avec les mouvements nazis grandissants. Elle a finalement rejoint en 1930 Pied-Bot, de petite taille et souffrant d'un complexe d'infériorité par rapport à beaucoup de ses pairs dans le cercle intime d'Hitler. Joseph Goebbels a passé une grande partie de sa vie à sentir qu'il devait prouver sa masculinité. Orateur doué et doté d'une imagination vive, Goebbels a été l'une des forces motrices derrière l'expansion du parti nazi dans les années 1920, menant l'effort pour recruter de nouveaux membres dans la capitale, Berlin, en donnant des discours puissants qui inspiraient et manipulaient les publics qui se rassemblaient pour les entendre. C'est alors que l'influence nazie était sur le point d'atteindre le pouvoir que Goebbels s'est retrouvé dans l'orbite de la captivante Magda. Opérant initialement en tant que membre discret du parti, aidant à la gestion quotidienne de la campagne pour promouvoir le nazisme, ayant connu la vie d'une femme riche avec Kant, elle a rapidement commencé à se faire connaître des hautes sphères du parti nazi, espérant se trouver une position au-delà de la distribution d'affiches dans les rues. Goebbels a été immédiatement ébloui par la belle jeune femme, et il est clair d'après ses journaux qu'en février 1931, tous deux avaient entamé une relation sexuelle. Cette relation lui a offert un accès aux autres hauts dirigeants nazis, y compris Hitler lui-même. Comme beaucoup en Allemagne, Magda s'est retrouvée sous le charme du leader nazi presque immédiatement, mais contrairement à beaucoup d'autres, il semblait que Hitler était aussi épris d'elle. Bien qu'il la voyait comme un moyen de promouvoir les intérêts du mouvement qu'il encourageait, plutôt que pour une quelconque notion romantique, il croyait que sa beauté et son charme aideraient à raffiner et sophistiquer l'image du parti nazi, qui à cette époque souffrait d'un problème d'image en raison des frasques parfois violentes de certains de ses partisans les plus ardents, comme ceux de la SA. Hitler voulait qu'elle se marie avec un haut dirigeant nazi, et comme elle avait déjà eu une relation avec Goebbels, il était le choix idéal, et ainsi les deux se sont mariés le 19 décembre 1931, la cérémonie ayant lieu à Séverine, assez audacieusement, sur la ferme de la famille Quandt. Le mariage était marqué par la jalousie et des soupçons d'infidélité. Il a été largement rapporté que Magda n'avait accepté le mariage que comme un moyen de se rapprocher de Hitler, malgré le fait que le Führer ne semblait montrer aucun intérêt à poursuivre une relation romantique. Cependant, on a également dit la même chose concernant les propres raisons de Goebbels pour le mariage. Herbert Diempring, le gestionnaire de la maison de Hitler au Berghof, a déclaré plus tard que Goebbels considérait leur relation étroite comme un moyen de rester dans l'orbite proche de Hitler. En l'épousant et en la rendant dépendante de lui, cela signifiait que sa position était plus sûre si Hitler voulait conserver l'image nazie de beauté et de sophistication que Magda apportait. Goebbels s'est retrouvé dans une sorte de crise romantique lorsqu'il a découvert que Magda avait brièvement été impliquée avec un homme juif nommé Arlo Sarov, qui était maintenant un grand leader sioniste en Palestine. Lorsque Arlo Sarov est retourné en Allemagne en 1933 pour négocier la libération des Juifs détenus par les nazis, il est mystérieusement retrouvé mort peu de temps après son retour à Tel Aviv. Et bien que son meurtre aurait pu être une attaque antisémite purement aléatoire, certains ont spéculé qu'il a été exécuté sur les instructions de Goebbels, par jalousie. Les années 1930 ont été une période chargée pour la famille Goebbels, car le parti nazi a finalement pris le pouvoir le 30 janvier 1933. Joseph, bien sûr, s'est élevé à la position pour laquelle il serait le mieux rappelé, dirigeant la machine de propagande du parti nazi pour endoctriner la nation à croire les affirmations extravagantes qu'ils avaient vendues pendant des années, mais qui devenaient maintenant la politique gouvernementale. Pour Magda, elle s'est retrouvée à devoir équilibrer les rôles tout aussi publics de femme modèle et, pour beaucoup, le rôle de première dame du Troisième Reich. Ce titre lui a été attribué lorsqu'elle a attiré l'attention du public allemand en aidant à vendre la propagande de son mari à des audiences principalement féminines en parlant en public et à la radio. En tant qu'épouse nazie, cela signifiait tenir la maison des Goebbels en ordre, divertir les invités importants lors des fêtes, ce qu'elle aimait faire, et surtout donner à Joseph 6 enfants entre 1933 et 1940. Tous les enfants des Goebbels portèrent des noms commençant par la lettre H, et il a été supposé que c'était pour honorer Hitler,
mais par coïncidence, son premier fils Harold correspondait également à ce schéma. Une telle période intensive de grossesse après grossesse, couplée à l'absence fréquente de son mari à la maison pour des affaires gouvernementales pendant de longues périodes, a mis une énorme pression sur Magda physiquement et sur son mariage avec Goebbels. En 1936, il a commencé une liaison avec l'actrice tchèque Linda Barova, l'une des plusieurs liaisons qu'il est connu pour avoir entreprises, certaines d'entre elles ayant été attribuées à son besoin psychologique de prouver sa masculinité. Et en apprenant cela, une Magda désemparée supplia Hitler de la libérer de son mariage, mais le Führer refusa. L'idéologie nazie soulignait l'importance d'un foyer solide, ou à tout le moins, l'apparence d'un. Ainsi, le Führer se sentait obligé d'insister pour qu'ils restent ensemble, au moins publiquement pour démontrer cela, malgré le fait que Hitler lui-même n'était pas marié. Pour Magda, le refus de Hitler a peut-être creusé la première fissure dans son adoration pour le Führer. Aspirant à l'affection et en colère contre l'œil errant de Goebbels, elle a de nouveau trouvé du réconfort dans les bras d'autres hommes, avec sa liste d'amants connus, y compris Karl Hanke, que l'histoire se souviendrait comme le dernier commandant des SS. Le 18 février 1939, son beau-père juif Friedlander, âgé de 58 ans, est mort dans un camp de concentration, ayant été travaillé à mort par les SS. Malgré sa position d'influence dans la société nazie, elle n'aurait rien pu faire pour empêcher sa mort. En fait, c'était cette position qui lui liait les mains. Telle était la manie antisémite qui consumait la société nazie, grâce en grande partie au travail de son mari et de son ministère de la propagande. Goebbels était parfaitement conscient qu'il devait effacer toute trace de la relation de sa femme avec un juif, et même son nom n'était pas autorisé à être prononcé par elle, même à huis clos, de peur que cela ne nuise à sa position auprès de Hitler. Lors de l'éclatement de la guerre, Magda, comme les autres épouses des dirigeants nazis, jouait le rôle d'épouse soutenant son mari, alors qu'il s'occupait de forger le Reich de Milan d'Hitler. Elle s'est formée en tant qu'infirmière et a travaillé pour l'entreprise d'électronique Telefunken, tout en continuant à jouer le rôle de femme modèle. Mais alors que la guerre commençait à entrer dans sa deuxième année, il semble que le charme d'Hitler commençait à s'estomper. Elle a commencé à critiquer privément le Führer, en particulier après l'ouverture du front de l'Est contre l'Union soviétique en 1941, où son premier fils de son mariage avec Quandt, Harold, servait maintenant comme pilote de chasse dans la Luftwaffe. À cette époque, la santé de Magda s'était détériorée et elle a subi une légère crise cardiaque en février 1941, suivie d'une bronchite le mois suivant. Cela n'a pas été aidé par le stress psychologique causé par l'absence constante de son mari, la laissant se demander s'il continuait ses affaires extra-conjugales, couplées au risque croissant des bombardiers britanniques, ciblant régulièrement les villes allemandes la nuit, y compris Berlin, ce qui l'a forcé à envoyer ses enfants à la campagne pour leur sécurité, mais ne faisant que renforcer ses sentiments d'isolement. On disait que les Goebbels eux-mêmes restaient cordiaux pendant cette période, mais il était clair pour quiconque les connaissait qu'ils menaient des vies séparées. En 1944, sa situation l'avait plongée dans une grave dépression. Elle avait développé une affection connue sous le nom de névralgie du trijumeau, qui lui laissait un tic incontrôlable au visage, presque impossible à cacher aux autres, aggravant son anxiété, vivant dans une culture qui exigeait la perfection. Alors que les Alliés resserraient l'étau autour du Troisième Reich, au printemps 1945, Magda savait que sa propre fin serait inextricablement liée à celle d'Hitler, l'homme qu'elle avait tant admiré. Alors que les Soviétiques atteignaient la périphérie de Berlin, la famille Goebbels, y compris leurs 6 petits-enfants, se réfugiait dans le bunker sous la chancellerie, où de nombreux hauts responsables nazis passeraient leurs derniers jours, tandis que les bombes et les obus d'artillerie détruisaient la capitale allemande au-dessus. Dans un dernier acte de dévouement l'un envers l'autre, c'est Hitler qui a proposé de prendre des dispositions pour elle et ses enfants afin de quitter la ville avant qu'il ne soit trop tard. Mais Magda est restée fidèle au Führer. Magda était pleinement consciente de ce que cela signifiait pour elle et sa famille, et dans une dernière lettre à son premier fils Harald, qui était alors dans un camp de prisonniers de guerre alliés, elle expliqua « Tu dois savoir que je suis restée ici contre la volonté de papa, et que même dimanche dernier le Führer voulait m'aider à sortir. Tu connais ta mère. Nous avons le même sang. Pour moi, pas d'hésitation. Notre idée glorieuse est ruinée, et avec elle, tout ce qui est beau et merveilleux que j'ai connu dans ma vie.
Le monde qui vient après le Führer et le national-socialisme ne vaut plus la peine d'y vivre, et c'est pourquoi j'ai emmené les enfants avec moi, car ils sont trop bons pour la vie qui suivrait, et un Dieu miséricordieux me comprendra, et je leur donnerai le salut. Le 1er mai 1945, après les suicides d'Hitler et d'Eva Braun, Magda et le médecin personnel d'Hitler, le docteur Stumpfegger, ont rencontré ces enfants effrayés, à qui elle a dit que le docteur était là pour leur donner quelque chose de doux, pour leur remonter le moral. Ces paroles étaient destinées à les réconforter et à dissimuler le fait qu'ils allaient tous prendre de la morphine pour les endormir. Inconscients, un par un, les enfants ont ensuite été injectés avec du cyanure, certains, sinon tous, par Magda elle-même. Les détails exacts sont contestés. Elle est ensuite retournée auprès de son mari dans le Führerbunker, après quoi ils sont sortis dans les jardins de la chancellerie du Reich dévastés et se sont suicidés ensemble, près de l'endroit où le Führer, l'homme qui avait été une partie si importante de leur mariage depuis le début, avait été enterré avec Eva Braun, qui a vécu comme sa femme pendant seulement 40 heures. L'histoire a une opinion quelque peu disjointe de Magda Goebbels. Certains la voient comme une fille pleine de vie, qui, ayant fui un mariage sans amour, est tombée sous le charme de Hitler comme tant d'autres, la conduisant dans une relation condamnée. D'autres, cependant, la dépeignent sous un jour très différent, affirmant que malgré sa relation avec son beau-père juif, peut-être son véritable père, elle s'est volontiers donnée à la cause nazie à tel point qu'elle préférerait tuer ses propres enfants plutôt que de vivre dans un monde où les indésirables sont autorisés à vivre librement. Comme toujours avec l'histoire, la vérité se trouve probablement quelque part entre les deux. Et voilà l'histoire de Magda, la première dame du Troisième Reich. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.